Belphégor par Arthur Burned. Quatrième partie, les deux polices. Chapitre 2, la justice travaille. La nouvelle de l'enlèvement de Mademoiselle Desroches par le fantôme du Louvre s'était répandue dans le quartier et avait naturellement provoqué une émotion considérable, qui s'était traduite par un rassemblement de nombreux curieux devant l'hôtel de Simone. Devant la porte, deux agents en tenue montaient la garde, s'efforçant de maintenir de chaque côté du trottoir la foule qui grossissait de minute en minute. Pendant ce temps-là, la justice travaillait. Dans l'atelier, en face du divan noir, parmi les roses flétries et effeuillées qui jonchaient le tapis, Madame Mauroy, Elsa Bergen, Maurice de Thouars étaient en conférence avec M. Ferval, Mesnardier et le commissaire de police du quartier. Le directeur de la police judiciaire, en effet, en raison de l'ampleur que prenait cette affaire, avait décidé de présider à l'enquête que le juge d'instruction avait immédiatement ordonnée. Ainsi que le commissaire et l'inspecteur, il écoutait avec un vif intérêt Maurice de Thouars, qui lui faisait en ces termes le récit des événements de la nuit précédente. « Je venais, disait-il, de reconduire Madame Mauroy jusqu'à sa chambre, et je m'étais rendu dans le grand salon, afin d'y prendre quelques instants de repos. Étendu dans un fauteuil, je venais à peine de m'endormir lorsque je fus réveillé en sursaut par des cris qui provenaient de l'atelier. J'accourus aussitôt, et sur le seuil de la pièce où nous nous trouvons en ce moment, j'aperçus la femme de chambre, Juliette, qui se traînait sur les genoux, tendait vers moi les mains en clamant, affolée de peur. « Le fantôme vient d'enlever mademoiselle !» Je dirigeai aussitôt les yeux vers le divan, sur lequel reposait encore, quelques instants auparavant, la dépouille mortelle de notre pauvre amie. Je constatai qu'elle avait disparu. Je restai un instant pétrifié de terreur. Puis, tout en cherchant à me ressaisir, je me retournai vers Juliette. La malheureuse fille était évanouie. Je fis quelques pas, machinalement, dans l'atelier, qui n'était plus éclairé que par les bougies des deux candélabres, et je me heurtai à mademoiselle Bergen, qui elle aussi gisait inanimée sur le parquet. J'appelai aussitôt les domestiques, qui arrivèrent bientôt. Inutile de vous dire, monsieur, dans quel saisissement le spectacle qui les attendait plongea les braves gens. En proie à un compréhensible émoi, ils m'aidèrent à transporter mademoiselle Bergen et la femme de chambre dans leurs chambres respectives. Fort heureusement, grâce aux soins qui lui furent prodigués, mademoiselle Bergen revint assez promptement à elle, et elle me raconta ce qu'elle va vous répéter. La Scandinave, qui, pâle, les traits tirés, semblait encore sous le coup de ses émotions de la veille, reprit. « Excusez-moi, messieurs, si je m'exprime mal, ou d'une façon incomplète, mais je suis encore si troublée. Ce que j'ai vu est tellement effrayant. » Ferval incitait, sur un ton de bienveillance. « Efforcez-vous, mademoiselle, dans l'intérêt de la justice et de la vérité, de préciser le plus possible vos souvenirs. »« Je vais faire de mon mieux, » affirmait la demoiselle de compagnie, et elle poursuivait. « J'étais en train de veiller ma pauvre amie, avec la femme de chambre, lorsque tout à coup l'électricité s'éteignit. Puis à la lueur des bougies qui jetaient autour de nous une lueur blafarde, je vis s'ouvrir lentement une porte qui se trouve là, tout près du divan, dissimulée derrière une draperie. Lorsque tout à coup le fantôme apparut, je perdis connaissance. C'est tout ce que je puis vous dire. Juliette, ainsi qu'elle nous l'a raconté dès qu'elle est revenue à elle, a voulu appeler à l'aide. Mais d'un bond, le fantôme s'est précipité sur elle et lui a asséné un coup de matraque. Elle est tombée, à moitié assommée, et elle affirme, d'une façon absolue, qu'elle a vu le fantôme s'emparer du corps de mademoiselle Desroches et disparaître avec, par la petite porte. « Cette femme de chambre, où est-elle » interrogeait le directeur de la police judiciaire. Mademoiselle Bergen déclarait. À la suite du coup très violent qu'elle a reçu sur la tête, elle a dû s'aliter. Est-elle en état de répondre à mes questions ? Je le crois, en tout cas, je vais vous conduire près d'elle. Tout se préparait à quitter le studio, lorsque Mesnardier, qui avait été ouvrir la petite porte et avait regardé au dehors, s'écria « Monsieur le directeur, me permettez-vous, auparavant, de poser quelques questions à mademoiselle Bergen ?»« Certainement. Cette porte qui donne dans le jardin, à quelques mètres seulement du mur de clôture, était-elle fermée à clé ?»« En principe, oui, » répliquait la demoiselle de compagnie, sans la moindre hésitation. « Mais sans toutefois l'affirmer, il est très possible qu'elle soit restée ouverte, car je me souviens que c'est par là
qu'on a apporté les fleurs parmi lesquelles mademoiselle Desroches était étendue, et sans doute avait-on négligé de la refermer. Thénardier reprenait. Parmi les domestiques de mademoiselle Desroches, en est-il qui soit depuis peu de temps à son service? Non, monsieur, le moins ancien, le chauffeur, est déjà depuis plus d'1 an à la maison. Nous avons eu sur lui les meilleures références, qu'il n'a d'ailleurs point démenties. Quant aux autres, ils étaient déjà au service de la famille Desroches depuis de nombreuses années. J'ai donc pu les connaître, les apprécier, et ainsi que je l'ai déclaré à monsieur Chantecoq, je suis prête à vous répondre d'eux comme de moi-même. Monsieur Chantecoq est donc venu ici? Questionnait négligemment Thénardier. Madame Mauroy, qui, jusqu'alors, avait gardé le silence, s'écriait. Quel malheur! En effet, si ma pauvre sœur, au lieu d'avoir eu recours à ce détective privé, avait immédiatement porté plainte au commissaire de police, qui sait si elle ne serait pas encore vivante? C'est fort possible, murmura Thénardier. Et maintenant, où est-elle? Reprenait madame Mauroy. Où ce misérable l'a-t-il emportée? Oh, messieurs, vous le retrouverez, n'est-ce pas, avant qu'il n'ait fait disparaître son corps? Désireux de mettre fin à une scène qui devenait extrêmement pénible, M. Ferval reprenait. Nous allons maintenant nous rendre près de la femme de chambre. Et, s'adressant à madame Mauroy, il fit. Il vaut mieux, madame, que vous n'assistiez pas à cet interrogatoire qui ne pourrait que raviver votre douleur. Vous avez raison, monsieur le directeur, approuvait M. de Thouars. Je vais emmener madame Mauroy. Non, non, refusait celle-ci. Je veux tout voir, tout entendre. D'ailleurs, ne craignez rien, je serai courageuse. M. Ferval n'osa insister, et, guidés par Elsa Bergen, tous se dirigèrent vers la chambre de Juliette, qui était située tout en haut de l'hôtel. La femme de chambre était étendue sur son lit, la tête enveloppée d'un pansement. Mademoiselle Bergen entra la première, suivie de M. Ferval et de Thénardier. Madame Mauroy, M. de Thouars et le commissaire de police restèrent dans le couloir, mais la porte étant demeurée ouverte, ils allaient pouvoir suivre tout ce qui allait se passer, entendre tout ce qui allait se dire. Mademoiselle Bergen s'en fut vers Juliette, et sur un ton plein de bonté, elle lui dit « Ma fille, voici monsieur le directeur de la police judiciaire, qui a tenu à vous interroger lui-même au sujet de ce qui s'est passé hier soir dans l'atelier. Ne vous émotionnez pas, il est dans votre intérêt, autant que du nôtre, d'éclairer la justice et de lui fournir si possible les moyens d'arrêter le misérable qui a voulu vous tuer. » Juliette promena autour d'elle des yeux qui reflétaient encore l'indicible épouvante dans laquelle l'avait plongée la nouvelle apparition du fantôme. Monsieur Ferval s'approcha d'elle. « Mademoiselle, fit-il avec bienveillance, voulez-vous nous dire ce que vous savez ?»« Monsieur, répondait la femme de chambre, tandis que Thénardier prenait des notes sur un carnet. Je me trouvais dans le studio avec mademoiselle Bergen, près de notre pauvre demoiselle, lorsque je vis une porte s'ouvrir. Et puis... Elle s'arrêta, comme si le souvenir du fantôme réveillait en elle ses transes, qui semblaient momentanément apaisées. « Et puis, insistait doucement M. Ferval. « Et puis, reprenait Juliette avec effort, le fantôme est apparu. Mademoiselle Bergen s'est évanouie. J'ai poussé des cris, le fantôme a bondi sur moi et m'a donné un grand coup de marteau sur la tête. Je suis tombée, mais je n'ai pas tout à fait perdu connaissance. » Elle s'arrêta, suffoquée. Mademoiselle Bergen s'empara d'un flocon d'éther et lui fit respirer, tandis que Thénardier murmurait à son chef. « Cette déposition est tout à fait conforme à celle de la dame de compagnie, donc... » D'un geste bref, Ferval lui imposait silence. En effet, Juliette, ranimée, reprenait d'une voix un peu raffermie. « Alors, monsieur, j'ai vu le fantôme courir vers le divan, saisir mademoiselle dans ses bras et s'enfuir avec elle. »« Je ne voudrais pas vous fatiguer, mademoiselle, » déclarait le directeur de la police judiciaire, « mais cependant, j'aurais encore quelques questions à vous poser. » D'un signe de tête, Juliette exprima qu'elle était prête à répondre. « Lorsque le fantôme est apparu pour la première fois dans cette maison, vous l'avez vu, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monsieur. »« Et vous êtes sûr qu'hier c'était le même ? » ?»« Oh oui, monsieur. » « Il était bien enveloppé dans un grand suaire noir. »« Oui, monsieur. » « Et il portait sur sa tête un capuchon qui empêchait de distinguer ses traits. »« Oui, et dans lequel il y avait seulement 2 trous qui laissaient apercevoir ses yeux. Oh, ses yeux, ce regard,
Je ne l'oublierai jamais. Il faut l'oublier au contraire, conseillait le haut fonctionnaire. Et lui montrant Ménardier, il ajouta. Voici un de nos meilleurs limiers, qui m'a promis d'arrêter le fantôme dans les 24 heures. Et je ne m'en dédie pas, affirmait énergiquement l'inspecteur. D'ailleurs, reprenait Ferval, vous pouvez être absolument tranquille. Après ce qu'il a fait hier, ce bandit n'osera plus se hasarder ici. Et maintenant, reposez-vous, mademoiselle. Je vois que vous êtes très bien soignée. Oh oui, monsieur, déclarait Juliette. Mademoiselle Bergen est si bonne, elle aussi. Bientôt, vous serez tout à fait rétablie. Et en guise de souvenir, il ne vous restera plus que la satisfaction de penser que vous l'avez échappé belle. Mais notre pauvre demoiselle, scanda Juliette, personne, hélas, ne nous la rendra. 2 larmes apparurent au bord de ses paupières. Mademoiselle Bergen décidait. Je vais rester un peu auprès d'elle. Ferval et Ménardier s'en furent rejoindre Madame Mauroy, Maurice de Thouars et le commissaire de police, qui n'avaient pas quitté le couloir. J'ai encore besoin de connaître certains détails, déclarait Ferval. Voulez-vous que nous descendions au salon proposait Madame Mauroy. Avec plaisir, madame, acceptait le brave fonctionnaire. Pendant ce temps, au dehors, un taxi stoppait de l'autre côté de la rue. 2 hommes en descendaient. C'était Chantecoq et Cantarelli. Mais en présence de la cohue qui se pressait aux abords de l'hôtel, le détective dit au reporter « Oh oh, allons-y doucement !» En effet, opina Bellegarde, il doit se passer dans la maison quelque chose de pas ordinaire. Approchons-nous, ponctua le grand limier. Et flanqué du faux numismate italien, il traversa la chaussée. S'adressant à un curieux, Chantecoq lui demanda, de l'air le plus innocent du monde. « Qu'y a-t-il donc, monsieur ?» D'une voix caverneuse, son interlocuteur laissa tomber. « C'est un vampire qui, la nuit dernière, a enlevé un cadavre. Voyons, ce n'est pas possible. » « C'est tellement possible que la police est en train d'enquêter. »« Ah, c'est donc cela !» s'exclamait Chantecoq d'un air de plus en plus ingénu. Et profitant d'un remous de la foule qui le sépara de son interlocuteur, il glissa à l'oreille du reporter en lui désignant du coin de l'œil l'hôtel de Simone. « J'ai l'idée qu'il doit se passer des choses très curieuses dans cette maison. »« Et alors ?» interrogeait le journaliste. « Alors, mon ami, scanda Chantecoq, restons, restons. » Mieux favorisés que la foule et même que le détective et son compagnon, pénétrons de nouveau dans le grand salon où se trouvaient rassemblés Madame Mauroy, Maurice de Thouars, M. Ferval, Ménardier et le commissaire de police. Tous les visages étaient empreints, les uns de gravité, les autres de tristesse. Seul le petit Fouinard dissimulait mal la satisfaction que lui causait l'enquête, à laquelle il venait de prendre part. Selon lui, en effet, elle ne faisait que confirmer sa thèse. Madame Mauroy, la première, rompit le silence. « Messieurs, demanda-t-elle avec une expression de vive angoisse, quand pensez-vous que cet affreux mystère va cesser ?» Ferval répondait aussitôt. « Je crois, madame, vous avoir déjà déclaré que l'arrestation du coupable n'était plus qu'une question d'heure. » Ménardier approuvait de la tête. Monsieur de Thouars interrogeait. « Pensez-vous qu'il ait des complices ?»« Certes, 2 au moins, précisait Ménardier. Mais ceux-là, pour l'instant, ne sont pas intéressants. Nous les rattraperons toujours. L'essentiel est de tenir le principal coupable. »« Vous le connaissez ?» interrogeait Madame Mauroy. « Je le connais. Et c'est lui qui a volé les lettres de Mademoiselle Desroches. »« C'est-à-dire ?» ponctuait Monsieur de Thouars. « Jacques Bellegarde. »« Jacques Bellegarde ?» répétait Madame Mauroy, qui semblait entendre ce nom pour la première fois. « Oui. » allait poursuivre l'inspecteur, mais Monsieur de Thouars l'arrêta. Madame Mauroy ignorait les relations d'amitié que Mademoiselle Desroches entretenait avec ce journaliste. « Alors, excusez-moi, madame, fit Ménardier. » Mais Madame Mauroy, se retournant vers Maurice de Thouars, s'écriait. « Je veux tout savoir, et vous n'avez plus le droit de rien me cacher. D'ailleurs, j'ai deviné, ce Bellegarde que vous accusez aujourd'hui d'avoir enlevé le corps de ma pauvre sœur était son amant ?» « Hélas, oui, répliquait M. de Thouars. « Alors, martelait la jeune femme, pourquoi, dans quel dessein aurait-il enlevé le corps de ma pauvre sœur ?» Ménardier cette fois se tut. Mais comprenant que maintenant il fallait en finir avec des réticences qui ne pouvaient, en exaspérant la douleur de Madame Mauroy, que provoquer un incident des plus regrettables, Ferval répliquait. « Jacques Bellegarde est l'auteur principal du crime et du vol qui ont été commis au Louvre il y a quelques jours. En effet,
reconnaissait la sœur de Simone. J'ai lu dans les journaux toute une histoire de fantôme, à laquelle je n'avais d'ailleurs accordé qu'une attention distraite. Elle est cependant excessivement grave, soulignait le commissaire de police. Comment Simone a-t-elle été mêlée à cette histoire ? Ferval reprenait. Ainsi que vous venez de l'apprendre, mademoiselle Desroches était l'amie de Bellegarde. Elle lui était même très attachée, au point qu'elle était prête à l'épouser. Il refusait, sous prétexte qu'il n'avait pas de fortune personnelle. Or, cette délicatesse masquait purement et simplement son intention de rompre avec mademoiselle votre sœur. C'est ce qu'il a fait, intervint M. de Thouars, avec une brutalité et une sécheresse de cœur révoltantes. Et cela, déclarait Mesnardier, parce que sans aucun doute, le vol du trésor des Valois accompli, il voulait avoir les coudes des franches au cas où il aurait été obligé de s'enfuir à l'étranger. Et pour être bien sûr que mademoiselle Desroches ne chercherait pas à le rejoindre, il l'aura lâchement, froidement assassiné. Le misérable, proféra madame Mauroy, tandis qu'Elsa Bergen, qui venait d'entrer dans la pièce, s'approchait d'elle. Assassiné ? Comment ? Interrogeait M. de Thouars. Avec l'accent d'une conviction absolue, Mesnardier ripostait, à l'aide d'un poison, qu'il lui aura fait absorber au cours du déjeuner, qu'il a fait avec elle au restaurant des Glycines. Le fait est, reconnaissait M. de Thouars, que c'est à partir de ce moment que notre pauvre ami est tombé gravement malade. Et se tournant vers mademoiselle Bergen, il ajouta « N'est-ce pas, mademoiselle ?»« C'est absolument exact, » déclarait la demoiselle de compagnie. J'ajouterais même que j'en avais eu le soupçon, mais comme je manquais de preuves, je n'ai rien voulu dire. « Pourquoi ?» s'énervait madame Mauroy. « Après avoir tué Simone, l'a-t-il fait disparaître ?» Ferval répliquait. Bellegarde, ayant appris qu'il allait être procédé à un examen médical dont le résultat n'eût pas manqué d'établir que mademoiselle Desroches avait été empoisonnée, aura voulu faire disparaître la preuve de son crime. « C'est abominable !» s'écria la jeune femme. « Oh, messieurs, n'est-ce pas ? Vous retrouverez, vous vengerez ma pauvre sœur ?» Mesnardier affirmait. « Encore un peu de patience, quelques heures seulement, et j'aurai le plaisir de lui passer les menottes. » Après avoir serré la main de M. de Thouars, Ferval, le commissaire et Mesnardier se retirèrent, accompagnés jusqu'à la porte par le comte Maurice. Au dehors, devant l'hôtel, des agents cyclistes, qui fort heureusement passaient dans la rue, aidèrent leurs deux collègues à faire circuler la foule de plus en plus compacte et agitée, lorsque la porte s'ouvrit, livrant passage aux représentants de la police. À leur vue, des rumeurs s'élevèrent. On allait enfin savoir quelque chose, mais d'une voix forte, impérieuse, Ferval ordonnait aux agents « Empêchez que l'on stationne et que personne, jusqu'à nouvel ordre, ne pénètre dans cette maison. » Les agents exécutèrent aussitôt les ordres de leur chef, avec une énergie remarquable, ce qui ne fut pas sans provoquer des cris, des protestations, et même une certaine bousculade. Ferval se dirigeait vers l'auto qui l'avait amené, lorsqu'il eut un geste de surprise. Chantecoq, flanqué du commandeur Cantarelli, venait de se dresser devant lui. « Est-ce que la consigne est aussi pour moi ?» demandait le grand détective au directeur de la police judiciaire. « Je le regrette, mon cher ami, » répliquait celui-ci d'un ton un peu sec. « Elle est formelle pour tous. » Chantecoq fronça les sourcils. Mesnardier esquissa un sourire de triomphe. D'un ton plus cordial, Ferval reprenait. « Cette fois, mon bon Chantecoq, tu as perdu ton pari. »« Tu crois, fit le limier. »« J'en suis sûr. »« Il y aura du nouveau avant ce soir, » affirmait Mesnardier avec assurance. « C'est aussi mon avis, » répondait le grand détective avec un malicieux sourire. Prenant congé du limier et du faux Cantarelli, Ferval regagnait sa voiture avec le commissaire et l'inspecteur. Alors, se penchant à l'oreille de Bellegarde, qui pendant toute cette scène n'avait cessé de regarder la foule aux prises avec les agents, Chantecoq murmura, en lui montrant l'hôtel de Simone. « C'est là que se trouve la clé du mystère. » Belphégor par Arthur Burned. 4e partie, les deux polices. Chapitre 3, le petit fouinard. Dans le studio de Chantecoq, Colette, installée devant une machine à écrire, était en train de taper une lettre, lorsque madame Gautret entra précipitamment dans la pièce. Tout de suite, Colette constata qu'elle avait sa figure de catastrophe, et se levant toute tremblante comme si elle s'attendait à une mauvaise nouvelle, elle demanda « Qu'y a-t-il, Marie-Jeanne ? Mon père ? Monsieur Jacques ?»« Chut, chut, mademoiselle !» répliqua aussitôt la cuisinière.
et d'un air à la fois inquiet et mystérieux, elle ajouta « Le petit fouinard est là !»« Le petit fouinard ?» répéta Colette, toute troublée. « L'inspecteur Ménardier. Que veut-il ?»« Parlez à M. Chantecoq. Vous lui avez dit que mon père n'était pas là ?»« Oui, mais mademoiselle, il veut vous parler à vous. »« À moi ?» Même je l'ai entendu dire aux 2 agents et bourgeois qui l'accompagnent qu'il ne s'en irait pas d'ici sans son gibier. Colette, offusquée, déclarait « Sans doute a-t-il appris que M. Jacques se cachait ici, et vient-il l'arrêter ?» Alors, redevenant elle-même en face du danger, et faisant appel à tout son sang-froid, en même temps qu'à toute son énergie, Colette décidait « Faites-le entrer. »« Bien, mademoiselle. » Marie-Jeanne retourna dans l'antichambre, où Ménardier, fébrile, impatient, attendait avec ses 2 agents. D'un air hostile, elle lui fit signe d'entrer dans le studio. L'inspecteur y pénétra aussitôt, et son chapeau à la main, il s'avança vers Colette, qui, très calme, l'attendait de pied ferme. « Mademoiselle, fit-il en s'inclinant poliment, votre cuisinière vient de me dire que M. Chantecoq n'était pas chez lui. »« C'est exact, monsieur, » répliquait la jeune femme. « Je le regrette, » déclarait Ménardier. Colette reprenait. « Peut-être pourrais-je, monsieur, en l'absence de mon père, vous donner le renseignement que vous désirez. »« Mademoiselle, » répliquait l'inspecteur, « c'est assez délicat. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère attendre le retour de M. Chantecoq. » Toujours avec la même assurance, Colette reprenait en désignant un siège à son interlocuteur. « Alors, monsieur, veuillez vous asseoir. » Ménardier s'installa sur une chaise. « Vous permettez que je continue mon travail ?» demandait Colette, peu désireuse d'entamer la conversation avec le policier, qui à ses yeux était un messager de malheur. « Je vous en prie, mademoiselle, » acceptait l'inspecteur. « Si toutefois je vous dérange, je peux très bien retourner dans l'antichambre. »« Pas du tout, monsieur. » Tout en tapant sur sa machine, Colette observait Ménardier, qui obstinément fixait son regard sur la fenêtre dont les rideaux étaient relevés. De la place qu'elle occupait, elle ne pouvait se rendre compte de ce qui se passait dans le jardin. Mais bientôt, aux aboiements des chiens, à un bruit de pas sur le gravier et au sourire imperceptible qui se dessina sur les lèvres de Ménardier, la jeune fille comprit que Jacques et son père venaient de rentrer. Et son cœur se mit à battre très fort à l'idée des graves événements qui risquaient de se dérouler. Dominant son anxiété, elle continua à taper sa lettre, jusqu'au moment où la porte s'ouvrit, laissant apparaître Chantecoq. À la vue de l'inspecteur, le roi des détectives ne manifesta aucune surprise. En effet, Gautret l'avait prévenu de son arrivée, et très cordialement, il s'en fut à lui en disant « Tiens, Ménardier, qu'y a-t-il pour votre service ?» Ménardier, qui s'était levé, répondait avec gravité « Monsieur Chantecoq, j'ai besoin de vous parler en particulier. »« Parfait, ponctua le grand limier. Colette, abandonnant sa machine à écrire, s'enfuit sans dire un mot, retrouver Cantarelli qui était resté dans le jardin. Le détective referma la porte. Après avoir invité Ménardier à s'asseoir, il s'installa à son bureau, et du ton le plus aimable il fit « Parlez, je vous écoute. »« Mon cher confrère, attaqua Ménardier, j'ai appris que vous cachez ici le journaliste Jacques Bellegarde. » Chantecoq ne parut nullement désarmé par cette brusque affirmation, dans laquelle il avait le droit de voir comme une déclaration de guerre. Très maître de lui, et même un peu goguenard, il répliquait « Tiens, tiens, qui vous a dit cela ?» Ménardier accentuait d'un ton sec « Je le tiens de source certaine. » Le plus simplement du monde, le détective invitait « Eh bien, cherchez mon ami. » L'inspecteur reprenait « Vous savez toute l'admiration, tout le respect que j'ai pour vous, monsieur Chantecoq. Permettez-moi, mon cher, de vous faire observer qu'en ce moment, vous ne me le prouvez guère. J'accomplis un devoir que m'impose à la fois ma conscience et ma fonction. Je vous le répète, cherchez. Ne rendez pas ma mission plus pénible encore, en me contraignant à me livrer chez vous à une perquisition en règle, et que vous ne me pardonnerez jamais. Une dernière fois, je vous le dis en toute franchise, sans la moindre arrière-pensée, si vous êtes convaincu que Jacques Bellegarde est caché dans ma maison, cherchez. » Et tirant de sa poche un trousseau de clés, il fit, en lui présentant « Voici de quoi ouvrir toutes les portes. Vous voyez que j'y mets vraiment une grande bonne volonté. » L'inspecteur ripostait. « Je le constate, monsieur Chantecoq, et je vous en suis très reconnaissant.
Mais donnez-moi seulement votre parole d'honneur que Jacques Bellegarde ne se trouve pas sous votre toit, et je me retire immédiatement. » Chantecoq lança un regard vers la fenêtre qui donnait sur le jardin, et apercevant le commandeur Cantarelli, assis sur un banc près de Colette, avec laquelle il paraissait deviser paisiblement, il martela. « Mon cher Ménardier, je vous donne ma parole d'honneur que Jacques Bellegarde n'est pas sous mon toit. » Et satisfait de sa ruse, il ajouta mentalement « Parbleu, puisqu'il est dans mon jardin. » « En ce cas, reprenait l'agent de la préfecture, je n'ai plus qu'à me retirer, en m'excusant du dérangement que je vous ai causé. Je vous accompagne, mon cher, déclarait le roi des détectives, qui n'avait jamais montré plus de cordialité et de bonne humeur. Ils passèrent dans l'antichambre déserte, puis sortirent dans le jardin. Colette et le faux commandeur s'entretenaient avec Pierre Gautret, qui avait dû attacher Pandore et Vidocq, et ceux-ci manifestaient une hostilité de plus en plus menaçante à l'adresse des deux agents qui maintenant stationnaient devant la porte d'entrée. Ménardier s'approcha des deux jeunes gens, salua Colette et tendit la main à Cantarelli, qui se levant s'en fut pour la saisir. Mais l'inspecteur, l'empoignant par le bras, s'écriait « Au nom de la loi, monsieur Jacques Bellegarde, je vous arrête !» Colette eut un cri, dominé par la voix de Chantecoq, qui furieux proférait « Monsieur Cantarelli est mon hôte, et je vous interdis de vous en prendre à lui !» Ménardier, tirant de sa poche une lettre décachetée, la présenta à Chantecoq en disant « Veuillez prendre connaissance. » Le grand limier lut à haute voix ces mots dont l'écriture ressemblait étrangement à celle qui avait tracé les différents billets signés Belphégor. Je vous préviens que le commandeur Cantarelli, qui se trouve en ce moment chez le détective Chantecoq, n'est autre que Jacques Bellegarde. Instinctivement, Colette s'était rapprochée de son fiancé, derrière lequel les deux agents s'étaient discrètement glissés. Alors le jeune reporter, incapable de se contenir plus longtemps, s'écriait en arrachant ses postiches. « Eh bien oui, c'est moi, mais je suis innocent !» Ménardier fit un signe à ces deux hommes qui encadrèrent le reporter. L'un d'eux se préparait à lui passer les menottes, mais Jacques protestait. « Inutile de m'infliger un pareil affront. Je suis trop sûr de moi pour chercher à m'évader. »« Très bien, » approuvait Chantecoq. Et s'adressant à Ménardier, il scanda. « Bien joué, mon cher collègue. Mais je crois pouvoir vous informer que vous venez de commettre la plus belle gaffe de toute votre carrière. »« Nous verrons bien, » se contenta de répliquer Ménardier, qui ordonna de la main à ses agents d'emmener le prisonnier. « Jacques, » fit Colette tout en larmes. « À bientôt, » lui répliqua le reporter avec une magnifique assurance. Et il s'enfuit, précédé par Ménardier, radieux de sa capture, et escorté par les deux agents qui ne le quittaient pas du regard. Et Chantecoq, attirant dans ses bras sa fille qui sanglotait éperdument, lui dit, dans un accent fait à la fois de toute sa tendresse paternelle et de sa pleine certitude en la victoire finale, « Ne pleure pas, ma chérie, notre Jacques ne restera pas longtemps en prison. »